bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais d'abord effectivement me présenter brièvement. Donc, je suis membre de l'Académie des sciences, astrophysicien et astronome. Pour moi, c'est vraiment les deux facettes. Astronome, c'est plutôt celui qui observe, on va dire, et puis qui analyse les données. Et puis l'astrophysicien, c'est plus celui qui va essayer de comprendre en appliquant des lois de la physique, si vous voulez, les objets ou les phénomènes qu'il observe. Donc, j'appartiens à l'Observatoire de Paris, qui est donc un établissement créé pratiquement la même année que l'Académie des sciences, donc en 1667, vous voyez, donc c'est vraiment quasiment les mêmes dates, par Louis XIV. Mais en fait, je travaille à Meudon. On sait mal, mais à Meudon est un site, en fait, plus important. Il y a plus de monde à Meudon qu'à l'Observatoire de Paris, à Paris, j'entends, mais c'est bien le même établissement de l'Observatoire de Paris. Alors, je suis donc vraiment très heureux de faire cette présentation aujourd'hui, un peu à deux titres. D'abord, ça fait toujours plaisir d'essayer de transmettre un peu ce qu'on sait et de donner le goût pour la science que je peux avoir et que ont généralement tous mes confrères et mes consoeurs. Et puis aussi, on l'a dit, je suis donc président depuis peu de la fondation La Main à la Pâte. Et cette fondation, elle cherche si vous voulez, à rénover l'enseignement des sciences, en particulier à l'école primaire, mais aussi au collège, et avec donc une grande efficacité. Donc vous comprenez que je sois vraiment sensible au fait de faire cette présentation devant vous. Alors, le conte des 1001 planètes, c'est déjà faux, puisque aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, on est plutôt à 1900 planètes, donc 1900 planètes. C'est ce dont je vais vous parler. Comment est-ce qu'on détecte ces planètes extrasolaires, c'est-à-dire ces planètes qu'on trouve dans d'autres systèmes, autour d'autres étoiles que notre Soleil. Alors, vous, votre génération, c'est une notion qui est absolument admise et évidente. Il y a des planètes autour d'autres étoiles. Vous avez vu suffisamment, je pense, de dessins animés dans votre jeunesse, vous avez vu des films, etc., lu bien sûr des ouvrages de science-fiction où on a de la vie sur ces planètes. C'était une notion qui, il y a encore quelques dizaines d'années, n'était pas du tout une évidence. Et même lorsque j'ai commencé à travailler, je dirais, un peu dans ce domaine, j'avais des collègues qui trouvaient ça un petit peu louche quand même, qu'on s'intéresse aux exoplanètes. Il y avait un aspect, disons, un peu sulfureux presque autour de ça. Bon, les choses ont vraiment bien changé. Et donc cette question pourtant des planètes autour d'autres étoiles, donc des analogues à notre système solaire, c'est une question qui est quand même ancienne. Alors maintenant, on va voir si mon système d'avance fonctionne. Non, pas de chance. Alors, est-ce que vous pourrez le faire avancer? Donc, avec la flèche, voilà. Et bon, quelqu'un qui l'a exprimé de façon vraiment très jolie, c'est donc Bernard Le Bovier de Fontenelle, donc vous voyez en 1686, dans un ouvrage qui s'appelle Entretien sur la pluralité des mondes. Donc c'est vraiment très clair, cette notion était vraiment bien présente, et je voulais la lire. Donc je me suis mis dans la tête que chaque étoile pourrait bien être un monde, rien n'est si beau à se représenter que ce nombre prodigieux de tourbillons dont le milieu est occupé par un soleil qui fait tourner des planètes autour de lui. C'est joliment dit. Donc, vous voyez, à cette époque, vraiment, cette notion était déjà existée dans un certain nombre d'esprits, même si tout le monde n'y croyait pas. Alors, en fait, c'est une notion qui est bien plus ancienne, et même c'est absolument extraordinaire de se dire qu'un Grec comme Épicure avait déjà eu cette pensée que effectivement, vous voyez, son raisonnement était que les atomes étant en nombre infini, il n'y a rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes. C'est quand même extraordinaire. 300 ans avant Jésus-Christ, cette pensée, dans le démarrage, je dirais, un peu de la pensée philosophique de l'humanité, et puis être émise. Et pas reprise pendant de très nombreuses années et siècles. Et en fait, alors je vais pas vous faire tout un historique, mais quand même, je mentionne aussi, pour montrer que c'est pas une notion qui passait facilement dans les esprits, c'est que Giordano Bruno, qui a donc écrit des choses comme « Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils », a été brûlé sur le bûcher parce que c'était une pensée qui a été jugée hérétique. Alors c'était aussi pour d'autres choses qu'il était brûlé, mais quand même. Donc vous voyez que c'est une histoire qui n'est pas évidente. Alors, diapo suivante.
Donc, d'autres planètes, est-ce que les astronomes ou les astrophysiciens y songent depuis longtemps? Bien oui, pour des raisons, vous allez voir très très claires, je dirais simplement de statistiques. Donc, notre système solaire, hein, donc avec composé de ces 8 planètes principales qui sont ici, plus plein de petits objets, des comètes, des astéroïdes, des petites planètes comme Pluton par exemple, qu'on ne range plus au rang des planètes. Hein, j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Eh bien, donc ces planètes en orbite autour de notre Soleil, dont on voit, si vous voulez, un peu le bord ici, bien sûr, rien n'est à l'échelle ici, eh bien, dans ces milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu des systèmes un peu analogues? Bien, je vais y revenir, diapo suivante. En fait, c'est déjà un simple argument statistique. Notre galaxie, donc je dirais l'ensemble, la collection d'étoiles qui sont unies entre elles par les forces de gravitation, donc qui forment ces magnifiques objets dans le ciel, par exemple des structures spirales. Alors, bien sûr, ça n'est pas une image de notre galaxie, vous en doutez bien. On ne sait pas encore lancer une sonde qui sortirait du plan de la galaxie, qui photographiera notre galaxie. Ça prendrait quelques centaines de milliers d'années probablement. Eh bien, elle contient à peu près, alors, on va dire une galaxie moyenne, centaine de milliards. La nôtre, d'étoiles. La nôtre, c'est peut-être un peu plus. C'est peut-être 400 milliards d'étoiles. C'est beaucoup, quand même. Et puis, maintenant, eh bien, oui, pour vous faire avancer. Donc, alors, nous, notre Soleil, ben, se situe à peu près ici, hein, dans notre galaxie. C'est-à-dire qu'on est à 2/3, on va dire, du rayon de la galaxie, qui doit ressembler vraiment, vraiment beaucoup à celle-ci, hein. C'est deux galaxies très, très semblables, la nôtre et puis celle-ci. Donc, en gros, on se situerait, je dirais, par là, dans notre galaxie. Et donc, combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Alors, c'est une question, une vaste question, c'est le cas de le dire. Et donc, encore, voilà, une image là qui a été faite donc par le Hubble Space Telescope, une image très très profonde, c'est-à-dire qu'on a posé pendant des heures et des heures dans la même direction, et tout ce que vous voyez là, ce sont essentiellement des galaxies. Donc, vous voyez qu'on peuple vraiment avec une seule image du ciel très profond, on voit énormément de galaxies, et on estime, alors c'est très 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 en gros à la louche, qu'il y a, vous pouvez avancer, qu'il y a à peu près 100 milliards de galaxies dans l'univers accessible. Alors attention à cette notion, hein, c'est-à-dire l'univers est peut-être infini, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, observateurs, il est limité par simplement la vitesse de la lumière, le fait que l'univers a un certain âge. Donc on ne peut pas aller au-delà d'une certaine distance, on va dire, hein, qui correspond finalement à 13,75 milliards d'années-lumière. Et donc on peut dire qu'il y a un certain nombre de galaxies accessibles. Et c'est typiquement à peu près, bon, voilà, c'est comme ça, c'est un hasard, mais à peu près le même nombre. Hein, donc 100 milliards d'étoiles dans une galaxie et 100 milliards de galaxies accessibles. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement accès, on pourrait dire, à 100 milliards fois 100 milliards d'étoiles. Difficile de penser que nous sommes dans le seul système solaire où il n'y aurait des planètes que autour du Soleil. Alors, bon, par ailleurs, justement, comment s'est formé le système solaire et comment finalement se forment les autres systèmes, et on commence à en avoir une idée franchement vraiment précise. On a donc des très très bons modèles. Et donc, brièvement, enfin, les choses se passent comme ceci. Donc, dans la galaxie, dans une galaxie, qu'elle soit, je dirais, jeune ou ancienne, ben, il y a énormément de gaz sous forme d'hydrogène, principalement, un peu d'hélium aussi. Et puis, dans ces gaz qui constituent donc de gigantesques nuages, donc on observe parfaitement, notamment avec les ondes radio, eh bien, il y a aussi des toutes petites particules, des tout petits grains, vraiment, mais minuscules, hein, en dessous du micron, mais des particules solides. En masse, il y en a beaucoup moins que de gaz, à peu près 1/100, mais elles vont jouer un rôle important. Et puis, vous connaissez la gravitation, vous savez que les corps massifs ont tendance à s'attirer entre eux. Alors, bien sûr, on sent bien, nous, la gravité sur Terre. La Terre nous attire vers le centre. Et donc, il en est de même pour un nuage comme ça. Et donc, il va avoir tendance à, dans certaines conditions, si vous voulez, si les températures ne sont pas trop élevées, par exemple, eh bien, s'effondrer sur lui-même.
Mais en s'effondrant sur lui-même, en fait, tous les objets dans l'univers, finalement, ils ont une certaine rotation au départ. Donc un nuage comme ça tourne sur lui-même. Il a une certaine rotation. Et donc vous comprenez bien que, à cause tout simplement des effets de force centrifuge, il est plus difficile il est en train de tourner comme ça, il est plus difficile à des particules de converger, si vous voulez, vers le centre si elles se trouvent je dirais un peu à l'extérieur, perpendiculairement finalement à l'axe de rotation, que des particules qui, elles, selon l'axe de rotation, où rien ne les empêche de descendre. Là, la force centrifuge, disons, pour celles qui sont en latéral, alors que la rotation se fait autour de cet axe, eh bien c'est plus difficile. Et c'est ce qui explique que ces nuages vont finir par s'effondrer pour former un disque. Donc ce disque de gaz, essentiellement, et toujours contenant ces petits grains qu'on appelle donc des poussières, eh bien vont donner cette galette. Et puis toujours la gravité joue. Elle va concentrer la masse de plus en plus de gaz se concentre à un point tel que la densité devient très très grande, gigantesque, et on va allumer une étoile. Une étoile va s'allumer, c'est-à-dire que les réactions nucléaires vont commencer. Donc tout ça, c'est essentiellement du gaz. Un soleil, une étoile, c'est essentiellement du gaz. Et puis, des petites scories restent dans ce disque, finalement, le disque qui s'est formé, qui sont ces petits grains de poussière, qui vont commencer à se cogner, à s'agglutiner les uns aux autres, à former des petits cailloux, puis des galets, et puis un peu plus gros, etc., et qui vont se cogner, s'agglutiner les uns les autres, et au final, donc, réussir, parce que les plus gros vont l'emporter, vont attirer plus la matière vers eux, former finalement des planètes. Donc il faut être bien modeste, il faut bien voir que notre système solaire et nous-mêmes finalement ne sommes que des résidus finalement de la formation d'une étoile. Alors des indices que ce scénario est un scénario, je dirais réaliste, eh bien on en a beaucoup. Par exemple, on a découvert, si vous voulez, ce fameux disque, alors là c'est une image d'artiste bien entendu, eh bien on observe par exemple dans une région, la région d'Orion, donc où il y a, si vous voulez, un fond brillant parce qu'il y a du gaz qui est lumineux, eh bien on observe donc des étoiles avec une région sombre, simplement cette région sombre c'est le disque qui bloque, si vous voulez, la lumière, et donc on voit de tels disques effectivement en observation. Par exemple également le fait que des planètes commencent à se former et donc nettoient en quelque sorte, si vous voulez, l'espace autour d'elles et puis donc dégagent finalement une grande zone et laissent éventuellement donc une partie d'un disque à l'extérieur, eh bien on le voit aussi en observation. Donc vous voyez ici, ce sont une image qui a été faite par le Hubble Space Telescope. On voit très clairement autour de cette étoile qui était énormément dont l'éclat était diminué, si vous voulez, artificiellement, j'y reviendrai tout à l'heure, par des techniques, et donc le contraste fait qu'on peut voir effectivement ce disque autour d'elle, et on voit ce disque, et notamment on voit cette espèce de zone brillante qu'on peut imaginer correspondre finalement à cette partie d'un disque en formation d'une étoile jeune. Alors, on parle de planète depuis tout à l'heure, mais finalement c'est quoi une planète exactement ? Bon, j'imagine que vous en avez tous une certaine idée, faire avancer. Bon, donc c'est un corps qui doit ressembler à quelque chose comme ça, c'est-à-dire vraiment avec un noyau solide, ça on en est persuadé. Il y a toutes les planètes, qu'elles soient gazeuses ou non, les géantes gazeuses comme Jupiter par exemple, ont un noyau solide, souvent composé, donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais disons de fer en particulier. Et il y a donc aussi d'autres objets. Il y a des objets qui sont comme les astéroïdes, par exemple, qui ont une forme un peu bizarre. Et donc, du coup, l'Union astronomique internationale, c'est-à-dire le regroupement de tous les astronomes dans une sorte d'association, si vous voulez, qui se réunit tous les 3 ans, donc ça fait des milliers d'astronomes qui se rencontrent, eh bien, a décidé, entre autres choses, mais d'essayer de donner une définition vraiment à ce terme de planète. Donc, voilà la définition. Donc, c'est un corps céleste qui est en orbite autour d'une étoile, qui a une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion d'un solide et le maintienne en équilibre sous une forme presque sphérique. D'accord ? Donc vous prenez un caillou, il a sa propre gravitation, mais ça ne devient pas une sphère sous la propre force de gravitation, parce qu'il y a des forces de cohésion du solide entre eux. En revanche, une planète est peut-être tellement massive que là, la gravitation va faire que
elle emporte sur les forces de cohésion et qu'elle va prendre cette forme sphérique, puisque la sphère est celle qui va, en quelque sorte, minimiser l'énergie. Donc ça, c'est important. Donc un astéroïde n'est pas une planète, par exemple, parce qu'il a une forme bizarre, par exemple. Et puis, dernier point, c'est ça qui avait suscité un certain débat parmi les astronomes, eh bien, c'est une planète à éliminer tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche. Autrement dit, ça veut dire que cette planète a nettoyé complètement l'orbite dans laquelle elle est. Autrement dit, il ne reste plus, si vous voulez, de cailloux, de petits, ce qu'on appelle des planétésimaux sur son orbite, parce qu'elle a tout ramassé, en quelque sorte, attiré par sa gravité. Et juste un peu une anecdote, mais Pluton, donc, qui était considéré comme la 9e planète du système solaire, eh bien, est sorti, ne correspond pas à cette définition, parce que sur l'orbite de Pluton, il y a beaucoup de matière, encore beaucoup de cailloux, et donc ça a été un peu un débat, et nos collègues américains, puisque c'est un Américain qui avait découvert Pluton, a été assez fâché que cette définition finalement l'emporte, puisque c'est voté, ce genre de choses. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Suivante. Alors, détecter une planète. Donc, du coup, cette idée, je le dis, elle était clairement acquise. On est quasiment persuadé qu'il y a des planètes autour des autres étoiles, des autres soleils. Comment la détecter? Alors déjà, regardons un peu la taille. Jupiter, vous voyez, c'est à peu près le 10e en diamètre du diamètre du Soleil. Et puis la Terre, c'est 1/100e à peu près en diamètre. Donc c'est vraiment des petits, très très petits objets par rapport à une étoile, parce que là je parle de dimension linéaire. Donc si on passe au cube pour parler des masses et des volumes, bien sûr, ça fait des facteurs beaucoup beaucoup plus grands. Et puis, surtout, donc déjà, des effets, je dirais, gravitationnels sont difficiles à détecter parce que ce sont de petits objets par rapport à l'étoile. Et puis surtout, ce sont des objets qui ne sont pas lumineux par eux-mêmes. Ils ne sont lumineux, on ne les voit, on voit bien des planètes dans notre système solaire, mais uniquement parce qu'ils réfléchissent la lumière qui provient du Soleil. Et donc, il y a un contraste absolument énorme entre une planète et puis l'étoile autour de laquelle elle orbite. Et ce contraste est illustré, si vous voulez, par ce graphe-là qui montre finalement la quantité de lumière émise en fonction de la longueur d'onde, donc finalement de la couleur, mais bien au-delà de la couleur que voit notre œil. Donc là, on est dans le domaine, ici, 10 microns de domaine de l'infrarouge, qu'on ne voit pas, mais on sait que ce sont des longueurs d'onde qui existent, qu'on détecte, et puis le domaine visible, il est ici. Donc si on passe si on fait avancer les choses, donc on s'aperçoit que le rapport entre ce qu'émet le Soleil et ce qu'émet la Terre pour un observateur qui voit le système solaire de loin, vous voyez que c'est un rapport 10 puissance 10, ça veut dire 10 milliards. Donc c'est un énorme rapport, d'accord ? Donc c'est vraiment une planète et quelque chose d'extrêmement faible à côté de l'étoile autour de laquelle elle orbite. Alors ça s'arrange un petit peu dans l'infrarouge, c'est pour ça qu'il y a des recherches dans le domaine de l'infrarouge, mais il y a encore 10 millions de contrastes entre les deux, c'est vraiment beaucoup. Alors pourquoi ça s'arrange ? Simplement parce que je disais qu'une planète n'émet pas de lumière si elle en émet dans l'infrarouge. C'est disons, ce qu'on appelle la loi du corps noir, elle émet naturellement de la lumière dans l'infrarouge. Tandis que l'étoile, vous voyez que son émission diminue lorsqu'on va vers l'infrarouge. Donc les choses s'arrangent. Alors, ça c'est une première chose, donc contraste absolument colossal. Et puis surtout, ce sont des objets qui sont, à l'échelle bien sûr astronomique, extrêmement proches, angulairement parlant en tout cas, quand on regarde la distance vue comme un angle sur le ciel de leur étoile. Et par exemple, ici, on pourrait dire, on a une étoile brillante et puis on voit une petite planète à côté. Le contraste n'est pas si énorme que ça. Non, bien sûr, ce n'est pas une planète. Ici, c'est une étoile double, donc autrement dit, deux étoiles qui sont en orbite l'une autour de l'autre. Mais la deuxième étoile est beaucoup plus faible que la première. Mais les distances, là, sont bien plus grandes que les dimensions, je dirais, du système solaire. Si on devait voir une planète, elle serait là. Or, la tâche, si vous voulez, l'image d'une étoile, c'est pas juste un point lumineux lorsqu'on photographie avec une caméra, mais c'est une petite tâche qui est d'autant plus large qu'on traverse, par exemple, l'atmosphère ou que l'optique a d'une qualité moyenne.
mais c'est qui a une certaine largeur. Et donc, vous voyez que la planète est complètement à l'intérieur de cette tâche qui elle-même vaut 10 milliards de fois, enfin 10 milliards de fois plus intense. Donc, vous comprenez la difficulté de détecter des planètes directement, ce qu'on appelle la détection directe. Je vais y revenir, vous verrez que c'est quand même pourtant pas impossible et qu'on a imaginé des choses. Et donc, les premières méthodes de détection des exoplanètes sont des méthodes dites indirectes. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à voir la planète tout de suite, on va chercher à voir les conséquences de l'existence d'une planète en orbite autour d'une étoile. Alors, quand même, pour vous donner un peu une idée de la difficulté de détecter une planète extrasolaire en direct, je vous demande là de voir où est la planète autour de cette belle étoile. Est-ce que vous la voyez? Je ne vois que ça, moi. Vous voyez? En bas à droite. Oui, bien. Alors, vous pouvez faire avancer 2 fois. Encore. Encore. Voilà. Là. Vous voyez quelle? On est d'accord, hein? Pas de problème. Là. D'accord, hein, elle est vraiment brillante. Et c'est vrai qu'elle est brillante, parce qu'ici, dans cette espèce de simulation que j'ai faite, bien entendu, hein, en jouant sur disons, le logiciel de dessin, eh bien, elle est ici, donc on peut faire avancer 100 milliards de fois, non, pardon, là j'exagère, non pas 100 milliards, mais 100 000 fois plus faible que ce qu'elle devrait être, plus brillante, pardon. Ici, elle est 100 000 fois plus brillante que ce qu'elle devrait être logiquement. Hein. Le 10 milliards dont je vous parlais ici, il n'y a pas un rapport 10 milliards entre ça et puis l'étoile que j'avais dessinée. Il n'y a qu'un rapport 100 000. Donc vous voyez, elle est déjà beaucoup, beaucoup trop brillante dans cette simulation. Et en plus, surtout, j'ai fait une belle étoile bien, je dirais bien ronde, quelque chose qu'on pourrait voir comme ça. En fait, la lumière de l'étoile, si vous voulez, bave partout. On peut faire avancer, oui. Et à cause de toutes sortes d'effets, mais des effets, tout petits défauts de l'optique, même si elle est quasiment parfaite, de l'atmosphère, etc., vous avez de la lumière de l'étoile qui va se répandre partout et cacher complètement, ou disons éblouir complètement à la position donc de la planète. Et c'est ce qu'on appelle par exemple les phénomènes de diffraction ou de diffusion. Donc c'est vraiment très 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 difficile. D'où l'idée d'abord, enfin les premières découvertes se sont faites de façon indirecte. On peut avancer. Alors, surtout ne soyez pas effrayés, c'était juste pour vous montrer que les astronomes ont eu quand même une grande imagination, inventé beaucoup beaucoup de méthodes. Donc chaque branche de cet arbre correspond à une méthode imaginée, pas forcément efficace, mais imaginée pour détecter des planètes extrasolaires. Alors il n'est pas question que je vous décrive toutes ces méthodes. Je vais vous parler en fait de 3 méthodes qui sont particulièrement productives, et puis notamment aussi parce que j'ai travaillé moi avec ces méthodes. Alors, on peut avancer. Donc, on va avoir la méthode des vitesses radiales, donc c'est en anglais, mais je pense que vous connaissez tous bien l'anglais, qui met en jeu le mouvement réflexe de l'étoile, on va voir ce que ça veut dire. La méthode donc des variations d'éclat d'une étoile, simplement parce qu'une planète peut passer devant une étoile et donc légèrement cacher la lumière de l'étoile. Et puis la détection directe, dont je viens de montrer à l'instant que c'était horriblement difficile. Eh bien, on arrive pourtant à faire des images de planètes depuis quelques années. Alors, juste au passage, vous doutez qu'un défi aussi énorme du point de vue du rapport de contraste, du fait que, angulairement parlant, la planète est très 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 proche de son étoile, eh bien, ça demande des techniques d'observation extrêmement pointues. Et vraiment, on peut dire que cette branche de l'astrophysique a été une source d'innovation technologique et de high-tech extrêmement importante. Et par exemple, vous avez vu en illustration, donc je ne sais pas si on peut éventuellement recliquer sur, si vous y arrivez, sur ça pour remontrer. Hein, ça, c'est le principe de l'optique adaptative, où justement pour essayer donc de corriger les défauts, les petits défauts de l'optique et surtout de l'atmosphère qui vont faire que l'onde lumineuse a été déformée, eh bien on va, vous voyez, faire bouger
très, 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 très doucement. Là, c'est bien sûr énormément exagéré. C'est à peine des fractions de microns que les déplacements. Donc un miroir déformable par des petits actionneurs qui ne sont pas des pistons comme ça, mais ça c'est plus pour l'illustration. Et faire que l'onde lumineuse qui est arrivée, vous avez vu cabossée à cause de la traversée de l'atmosphère, reparte bien propre et puisse donc fournir une image qui soit la plus parfaite possible. Et puis on va aussi... Alors, vous voyez ici, utiliser des télescopes de très grande taille. Donc, aujourd'hui, les télescopes, je dirais, classiques pour faire de la science un peu de pointe, ce sont des télescopes d'entre 8 et 10 mètres de diamètre. Mais vous voyez, l'Europe est en train de travailler à un projet d'un télescope, lui, de 39 mètres de diamètre. Donc, c'est un énorme télescope. Hein. Vous voyez, l'échelle un peu vous est donnée ici il doit y avoir un personnage là et puis une voiture à côté. Gigantesque télescope qui va avoir donc des capacités d'autant plus importantes pour chercher notamment à détecter des exoplanètes, mais pas que, hein, c'est pour faire beaucoup d'autres programmes. Et puis j'ai mis comme ça des choses, en vrai, vous montrer ça. Bon, ça vous parle peut-être pas, mais c'est ce qu'on appelle des peignes de fréquence. Hein. C'est une découverte qui a valu un prix Nobel il n'y a pas si longtemps. C'est une façon, si vous voulez, de repérer de façon extrêmement précise les longueurs d'onde lorsqu'on fait de la spectroscopie. Et la spectroscopie est quelque chose d'essentiel pour détecter des exoplanètes. Et donc cette technique qui vient juste d'être, si vous voulez, un peu de sortir des laboratoires, on commence à l'utiliser dans les spectrographes. Et puis par exemple, on utilise les nanotechnologies. Donc vous voyez là un composant qui sert à masquer l'image à masquer la lumière de l'étoile pour laisser passer la lumière de la planète, et on le réalise, vous voyez, avec des techniques dites de nanotechnologie, où voilà, là, des gravures qui sont extrêmement fines, extrêmement petites. C'est vraiment, je répète, une source vraiment d'innovation technologique en particulier. C'est une des caractéristiques de l'astrophysique, hein, c'est d'être aussi un peu toujours à la pointe, si vous voulez, des besoins en détecteurs et en instruments particuliers. Alors, première méthode que je vais vous décrire, la méthode des vitesses radiales. Alors, oui. Voilà, le principe, si vous voulez, c'est qu'on va chercher à détecter sur l'étoile, je dis bien sur l'étoile, autour de laquelle orbite une planète, des effets de la présence de cette planète ici, et notamment en utilisant donc un spectrographe, quelque chose qui va décomposer la lumière. Alors, l'idée, c'est de s'appuyer, de chercher à détecter ce qu'on appelle le mouvement réflexe, qui est illustré donc sur ce film. Vous voyez ce lanceur de marteau, donc bien sûr le marteau, ça simule un peu la planète. Et regardez le bassin de ce lanceur de marteau, il tourne. Hein, il n'est pas fixe, il n'est jamais fixe sur lui-même. Il doit, parce que tout simplement le centre de gravité entre le lanceur de marteau et son marteau, ne se situe pas sur le corps du lanceur, mais un petit peu à l'extérieur, et c'est lui qui est fixe. Et c'est exactement le même principe, si vous voulez, pour une planète autour d'une étoile. Le centre de gravité du système planète-étoile, il n'est pas au centre de l'étoile, mais il est quelque part par ici. Et donc, il est juste au centre de ce graphique, bien sûr. Et donc, l'étoile, en fait, décrit une petite orbite, elle aussi. On l'imagine mal, mais une étoile, même notre Soleil, décrit une petite orbite, pas grande. Par exemple, pour notre Soleil, s'il n'y a que Jupiter, l'orbite qu'il décrit s'appuie juste sur un axe qui est tangent, si vous voulez, au Soleil. Hein. Donc, c'est comme si le Soleil tournait autour, c'est un axe tangent. Donc, c'est une toute petite orbite. Mais c'est pourtant ce petit effet qu'on va chercher à détecter, et on va chercher à détecter la vitesse de l'étoile sur cette petite orbite. D'accord ? Donc on ne voit pas la planète, je le répète, on va chercher juste à regarder l'étoile. Alors, et on utilise pour ça l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, c'est relativement simple, finalement. Vous avez un mobile qui envoie des ondes lumineuses, sonores, ou peu importe, sonores. Je crois que c'est un phénomène que vous connaissez bien, hein, le passage d'une voiture qui... Ça, c'est l'effet Doppler. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mobile avance pendant que les ondes elles-mêmes avancent, et donc il va, si vous voulez, faire que les ondes vues par cet observateur sont plus resserrées que les ondes vues par un observateur qui voit le mobile s'éloigner. Donc c'est vraiment une question, la longueur d'onde, si vous voulez, vue par un observateur, on voit bien qu'elle va être plus petite ici pour l'observateur qui voit le mobile s'approcher, et plus grande pour l'observateur qui voit le mobile s'éloigner. Et c'est exactement le principe de la mesure. Là, on va vouloir donc sur l'étoile, donc
sur sa fameuse petite orbite dont je viens de parler, eh bien, lorsqu'elle s'approche de l'observateur, la lumière va être un petit peu plus bleue, parce que les longueurs d'onde plus courtes, ça veut dire plus bleu. Et puis, lorsque l'étoile s'éloigne, eh bien, la longueur d'onde va être un tout petit peu plus rouge. Alors, c'est tout petits effets minuscules, et c'est ça qu'on cherche à détecter. Alors, on le fait grâce à un spectromètre. Mais le spectromètre, c'est quelque chose qui va décomposer la lumière de l'étoile. Alors, on le fait essentiellement dans le domaine visible. Donc, on va dire que là, c'est assez représentatif. Et puis, la lumière d'une étoile, eh bien, elle comporte effectivement ces choses-là, ces traits. Ici, ce qu'on appelle des raies d'absorption, qui sont caractéristiques, si vous voulez, des éléments qui sont dans l'étoile, notamment l'hydrogène. L'hydrogène va produire, si vous voulez, des baisses de luminosité lorsqu'on décompose sa lumière. C'est assez facile à voir. Finalement, on peut chacun se faire presque un petit spectrographe avec un CD, simplement, et voir effectivement des raies comme ça, des raies noires. Alors, et donc, vous voyez qu'avec dans ce système, ça illustre la même chose, eh bien, on va voir donc ce système, si vous voulez, de raies qui va se déplacer régulièrement, périodiquement, avec donc, le mouvement de l'étoile. Et c'est ça donc qu'on va chercher à détecter. Voilà, et notamment, vous voyez ici, si on regarde donc ça donne ça directement la vitesse. Ce déplacement donne la vitesse de l'étoile. Et donc, si on reporte cette vitesse en fonction du temps, on obtient des choses qui ressemblent à ça, une sorte de sinusoïde. Et ça, c'est la première planète détectée autour d'une étoile, je dirais, ordinaire. C'est la courbe, je dirais, historique de la détection donc, par Michel Mayer et Didier Queloz, deux astronomes suisses, mais qui travaillaient à l'Observatoire de Haute-Provence, de 51 Peg B, qui est la première planète détectée par ces méthodes. Alors, très important, donc, cette méthode fournit la masse de la planète. Donc, c'est une première caractérisation. On a, par cette méthode, donc, un premier élément. Alors, juste pour vous montrer un instrument, du coup, on a développé des instruments très, très pointus, très spécialisé pour ça. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un instrument, vous voyez notamment, il est dans une cuve là, qui est ouverte pour les besoins de la photo, mais où on a ici un réseau qui va permettre de décomposer la lumière. Et puis ensuite, on va refermer, travailler sous azote en contrôlant les vibrations, contrôlant la température, énormément de choses, parce que, là encore, je répète, ce sont des déplacements extrêmement ténus qu'on cherche à observer. Et puis typiquement, un spectre, eh bien, ça ressemble à ça. Alors, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est toute une succession, si vous voulez, de ces bandes lumineuses, en fait, contiennent ces petites... Alors, on voit sans doute mal, ici, vous en voyez une notamment, contiennent ces fameuses raies d'absorption, ces baisses de luminosité. Si on prend un tout petit segment, voilà, ça correspond à ça. Donc, on observe, si vous voulez, des baisses de luminosité qui, elles, traduisent la présence d'éléments donc dans l'étoile, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont ces raies vont se déplacer très légèrement. Et donc, on va utiliser le fait qu'on a beaucoup de raies pour faire cette mesure, accumuler, si vous voulez, améliorer la précision de la mesure de ce petit déplacement. Et on obtient maintenant des performances où on atteint le mètre par seconde, c'est-à-dire on voit une étoile se déplacer au mètre par seconde près. C'est pas beaucoup, un mètre par seconde. C'est vraiment, c'est rien du tout. Oui. Alors, deuxième méthode. Donc cette méthode, comme j'ai oublié de préciser, c'est encore aujourd'hui la plus productive. Ça doit presque être égalité, mais la plus productive, en tout cas pendant de nombreuses années, ça a été celle qui fournissait vraiment le plus grand nombre de planètes extrasolaires. Voilà. Alors aujourd'hui, cette méthode dite des transits commence à, disons, au moins à l'égaler de ce point de vue. Alors la méthode des transits, si on peut juste revenir un petit coup en arrière quand même, juste pour sur le... Voilà. Bon, c'est relativement simple. L'idée, c'est simplement de dire que dans un certain nombre de cas, malheureusement, c'est loin d'être la majorité, une planète, par rapport à l'observateur, va être dans un plan tel, son plan orbital, qu'elle va passer devant le disque de l'étoile et donc produire une petite diminution de l'éclat de l'étoile observé par l'observateur. Donc c'est une mesure, si vous voulez, dans le principe qui est assez simple. Il suffit de mesurer finalement la lumière, la quantité de lumière qui vient d'une étoile pendant de nombreuses, des périodes très très longues, des mois, si possible des années. Oui. Alors voilà, donc ça, cette animation vous illustre un peu le principe. Donc à condition que l'observateur soit bien situé par rapport au plan orbital, eh bien, il va de temps à autre, à ce moment-là, voir
si vous voulez, la lumière de cette étoile diminue légèrement parce que cette planète est placée devant. Voilà, et donc on va observer, typiquement, ça c'est une véritable observation qui a été faite donc avec un télescope spatial, toujours le Hubble Space Telescope, du passage d'une planète. Donc on mesure ici, si vous voulez, la quantité de lumière, on a ramené ça à 1, hein, mais vous voyez ici, si on peut faire avancer, ici, vous voyez qu'on est passé à 98,5% du maximum. Donc, c'est des vraiment petites variations. C'est normal, c'est en gros le rapport de la surface de la planète à la surface de l'étoile. Et donc, Jupiter, je vous avais dit tout à l'heure, c'était 1/10 en rayon, donc c'est 1/100 en surface. Donc on mesure typiquement des variations pour des grosses planètes qui sont l'ordre du centième du flux, hein, 1% on va dire, mais pour une Terre qui était 1/100 de rayon, donc ça fait 10 000 en surface, et bien c'est des variations de 1/10 000. Donc ça commence à être des mesures qui sont franchement difficiles à faire. On n'est pas dans les ordres de grandeur des vitesses radiales où on parle plutôt de quelques dizaines de millions. Là, comme rapport, on va dire, mais c'est quand même assez difficile. Gros avantage de cette technique, c'est qu'elle nous donne ce coup-ci le rayon de la planète. Donc vous voyez que si on combine les deux, eh bien, on va avoir accès à deux informations fondamentales pour une planète, son rayon et sa masse. Donc, par exemple, sa densité. La suivante. Alors, juste quelques éléments. Donc, typiquement, ce qu'on appelle donc le transit d'une planète devant l'étoile, devant le disque de l'étoile, bien, c'est quelques heures, hein, d'accord, de l'ordre, on va dire, d'entre 1 et 10 heures pour simplifier. Ça peut être bien sûr un peu plus. Et la variation de flux, bien, je viens d'en parler. La variation, donc c'est l'éclat apparent de l'étoile, eh bien, il se situe, on va dire, entre 3% et puis 0,01%. Alors, j'ai dit, il faut être dans la bonne situation. La bonne situation, c'est-à-dire que l'observateur soit tel qu'il soit proche du plan orbital, c'est-à-dire qu'on ne soit pas trop loin du plan orbital pour pouvoir être dans ce cas où on pourra voir le passage de la planète. Et typiquement, si par exemple on disait que tous les systèmes ont une Terre, hein, l'équivalent d'une Terre, eh bien la probabilité de l'observer, je regarde une étoile quelconque et elle aurait, si vous voulez, une Terre en orbite autour d'elle, eh bien la probabilité est que de 1%. Alors, si c'est une planète qui est beaucoup plus proche de l'étoile, la probabilité augmente, elle peut atteindre 10%. Mais si c'est une planète plus lointaine, comme Jupiter, la probabilité va diminuer comme le rayon. Donc, vous voyez qu'il faut la chance d'observer de tels phénomènes est quand même pas très grande. Et puis, en plus de ça, il faut les observer sur des durées très, très longues. Au passage, des durées qui correspondent à la période orbitale de la planète. Donc, essayez de voir plusieurs transits, parce que si on n'en voit qu'un, on ne sait absolument pas si c'est vraiment une planète qui est passée ou si c'est autre chose. Il y a beaucoup d'autres phénomènes qui peuvent simuler, si vous voulez, la présence d'une planète. Oui. Alors, donc, et du coup, les techniques pour observer, pour détecter des planètes comme ça, c'est d'observer un très grand nombre d'étoiles. Et donc, moi, pendant de nombreuses années, avec des collègues, on a travaillé sur ce satellite COROT, lancé par le CNES. Donc, le lancement s'est fait en 2006, et qui a surveillé un très, très grand nombre d'étoiles pendant des années. Alors, il utilisait, vous voyez, des détecteurs de très grand format, au foyer donc d'un télescope qui est ici. Le lancement s'est fait par une fusée Soyouz à Baïkono, la bonne vieille Soyouz qui, depuis le tout début de l'ère spatiale, est toujours aussi présente et toujours aussi fiable, qui a fait un lancement particulièrement réussi. Et, si vous voulez, donc voilà comment se présentent les choses. Donc le champ qu'on observe, donc ça c'est vraiment un cliché, je dirais, fait par le CCD à bord. On voit plein d'étoiles, c'est le but. On veut surveiller toutes ces étoiles. Et il n'est pas question si vous voulez, de transmettre toutes les images, parce qu'on va prendre des images très régulièrement, toutes les 30 secondes à peu près. Ça prendrait des débits, si vous voulez, d'informations beaucoup trop élevés. Donc ce qu'on fait, eh bien, on va sélectionner un grand nombre d'étoiles, mais pas toutes, celles qui sont relativement brillantes quand même. Et donc, je vais faire avancer encore.
Voilà, par exemple, on va avoir ces 2 étoiles encore. Et puis, donc, on va simplement sommer, si vous voulez, tous les pixels qui correspondent à ces 2 étoiles. On a créé d'abord des masques à l'avance parce qu'on connaissait bien les choses. Et on va simplement transmettre, si vous voulez, ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire la somme, finalement, de tous les pixels d'une étoile donnée toutes les 30 secondes. Et puis, on va surveiller ensuite la courbe qu'on va obtenir dans le temps pour voir si on voit des petites dépressions, en quelque sorte, comme on en a vu tout à l'heure dans l'exemple. Oui. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais simplement vous donner un peu les résultats de Corot. Donc Corot, qui était le premier satellite qui a mis en œuvre ce type de technique, et donc qui permettait, parce qu'il était dans l'espace, de faire nettement mieux que le sol, donc notamment de détecter des petites planètes. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes qu'il a pu détecter. Il a surtout détecté des grosses planètes aussi, mais quelques-unes de très petites. On va voir que c'est très intéressant. Et quelque chose qui frappe vraiment, c'est la diversité des planètes. Donc, Corot a détecté 37 planètes. On est encore en train de publier les dernières. Corot est arrêté depuis à peu près 2 ans maintenant, parce que dans l'espace, si vous voulez, il y a des rayonnements cosmiques qui sont méchants et là qui ont détruit les 2 calculateurs de bord. Donc Corot n'est plus en fonctionnement, mais il a fonctionné bien au-delà de ce qui était prévu au départ. Donc il a parfaitement rempli son rôle. Et vous voyez que si on répartit donc sur ce graphique, j'ai réparti les planètes en fonction de leur distance à l'étoile, le rayon orbital, et puis en fonction, là c'est leur rayon, si vous voulez, et puis de leur densité aussi. On voit qu'il y a une palette extraordinaire, une variété extraordinaire finalement des densités, de position, de rayon orbital, de diamètre de ces planètes. Je dirais que ça a été un peu quand même, bon, depuis qu'on a commencé à découvrir des exoplanètes, ça a été un peu une révolution de découvrir cette variété, quoi. Le système solaire n'est pas du tout représentatif, absolument pas. On n'a pas juste une reproduction du système solaire, on voit des choses extrêmement différentes du système solaire. Suivante. Alors, quand même, le fleuron des découvertes de Corot, donc, a été Corot 7b, qui était vraiment la première vraiment petite planète dont on pouvait absolument affirmer qu'elle était rocheuse. Et donc, c'était quand même un très gros succès. Vous voyez que, donc, étant petite, c'est-à-dire son rayon fait 1,7 fois le rayon de la Terre, et bien sûr, la baisse d'éclat a été très, très faible. Vous voyez, 0,035%. Donc, voilà, la mesure, si vous voulez, qui a été faite en accumulant un grand nombre de fois les courbes les unes sur les autres, puisqu'elles tournent en fait en 20,5 heures autour de son étoile. Autrement dit, son année fait 20,5 heures. Vous voyez que c'est quand même une planète très, très, très particulière. Donc, elle est extrêmement proche de son étoile, bien, bien plus proche que ne l'est, par exemple, Mercure du Soleil. On a pu déterminer sa masse par la méthode donc, des vitesses radiales, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec un spectrographe. Donc, on voit que sa masse vaut à peu près 7 fois la masse de la Terre. Et donc, on a accès à sa densité. Sa densité est quasiment la même que celle de la Terre. La même densité que la Terre. Et donc, si vous voulez, grâce au modèle si vous voulez, qu'on utilise, eh bien, on est quasiment certain, jamais totalement certain en science, mais qu'elle est rocheuse, parce qu'elle a cette densité très, très, très proche. Suivante. Alors, c'est une planète assez particulière, parce qu'à cause d'un phénomène assez particulier, si vous voulez, une planète qui est si proche de son étoile, eh bien nécessairement, sa rotation sur elle-même est exactement égale à sa rotation orbitale. Autrement dit, elle montre toujours la même face par rapport à l'étoile. D'accord ? C'est comme la Lune par rapport à la Terre. Vous savez que la Lune présente toujours la même face. On ne voit qu'une seule face de la Lune. Ben, c'est le même effet qui a produit ça. C'est des effets de force de marée qui conduisent à ça. Et donc ça, si vous voulez, on en est, on peut dire, certain. Et donc, ça veut dire qu'il y a une face qui est sans arrêt éclairée par cette étoile. Et comme elle est très, très, très proche, on a une température phénoménale ici, à peu près, on estime à 2200, peut-être, ou 2500 degrés. Donc ça, c'est une température nettement supérieure à la fusion de la lave. Donc, on est quasiment certain que sur cette planète, il y a un océan de lave. Toute cette partie-là est un océan de lave. Tandis que l'autre partie, bien qui n'est pas du tout éclairée, est absolument gelée, elle rayonne vers l'espace, donc elle se refroidit très efficacement. Et elle doit être probablement à moins 220 degrés, quelque chose comme ça. Donc un corps absolument
disons une planète absolument affreuse pour y vivre. Sauf que, si on peut avancer, on peut imaginer quand même qu'entre 2200 degrés et moins 220 degrés, ben une petite région, alors on l'a estimé, elle doit mesurer à peu près, je dis pas de bêtises, je crois une dizaine de kilomètres en latitude, où la température est entre, on va dire, 0 et 100 degrés, donc où la vie pourrait peut-être être présente. Non, on n'y croit pas. C'est pas possible parce que de toutes les façons, vous pouvez revenir un coup en arrière. Parce que de toutes les façons, l'eau ne peut pas être présente sur cette planète. Elle se condenserait immédiatement sur la face froide. C'est pour ça que je mis de feu et de glace. Au passage, juste sur ce graphique, on porte la masse et le rayon, et puis donc la densité, si vous voulez, d'un corps classique de cailloux, on va dire, de silicate, par exemple, est ici. On voit qu'on est très proche, effectivement, de cette courbe. Donc, c'est clairement pas une planète de glace, clairement pas une planète de fer, ce qui est très très possible. On peut très bien imaginer une planète de fer. Hein. On en découvrira peut-être une un jour. Et donc, je répète, c'est une planète qui a une densité vraiment extrêmement analogue à notre Terre. Donc, c'était une belle découverte. Oui. Alors, un grand frère de Corot a été lancé ensuite 2 ans après, donc en 2009. Il s'appelle Kepler. C'est un télescope, alors lui, qui était vraiment entièrement dédié à cette recherche des exoplanètes, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Corot, qui partageait, je dirais, deux types de programmes. Et qui a fait donc un télescope plus grand champ, etc. Donc a fait plus de découvertes. Ceci dit, on ne peut pas valider toutes les découvertes par la méthode des vitesses radiales, parce que souvent ce sont des étoiles qui sont trop faibles pour qu'on puisse les mesurer par vitesse radiale, alors que ce que je vous ai présenté, je dis 37 planètes découvertes par Corot, il y a beaucoup plus de candidats, mais c'est les 37, on a pu faire des mesures au sol de vitesse radiale et donc les confirmer comme étant vraiment des planètes. Ceci dit, la plupart de ces planètes détectées par Kepler sont très probablement des planètes, notamment celles-ci, qui sont des systèmes, puisqu'on a découvert, alors Corot a découvert 2 systèmes, là Kepler en a découvert beaucoup plus. Vous pouvez revenir un coup en arrière et en avant, pour revoir l'animation. J'espère qu'elle va se relancer. Voilà, allez-y. Ça va se relancer probablement, oui. Donc vous voyez, tout ça, c'est une illustration des systèmes découverts par Kepler. Donc à chaque fois, il y a plusieurs planètes dont on a les périodes et aussi donc les rayons, et donc qui a permis de faire cette jolie et belle animation. Donc ça veut dire qu'on découvre beaucoup de systèmes aussi. On ne trouve pas juste une planète autour d'une étoile, mais des systèmes de différentes planètes. Et là encore, ça enrichit énormément la connaissance. Oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de toutes ces... si on fait un peu une sorte de bilan aujourd'hui, donc d'abord il est difficile ce bilan, parce que vous avez vu qu'il y a une variété énorme de planètes découvertes dans leurs caractéristiques, leur taille, leur densité, leur distance à l'étoile, mais quand même, disons que le modèle que je vous ai un peu présenté au début de formation d'une étoile et donc d'un disque dans lequel vont se former les planètes, eh bien, il est vraiment extrêmement bien validé. Autrement dit, dans un système, le disque, si vous voulez, qui résulte de la formation de l'étoile et donc qui va finir par se dissiper en grande partie et disons se condenser en planète, eh bien, il y a vraiment 2 zones qui sont très très bien différenciées, ce qu'on appelle la zone ici, on a la ligne des glaces. Autrement dit, on peut avoir de la glace qui subsiste ici parce que la température est suffisamment basse. Dans la région centrale, on est trop près de l'étoile, il ne peut plus y avoir de glace, elles sont sublimées. Et donc, on va avoir ici essentiellement des planètes rocheuses, purement rocheuses. Et puis, ici, on va avoir des planètes dont le noyau est probablement composé que de glace et de roches, et puis une enveloppe gazeuse, parce qu'il y a beaucoup de gaz ici qui a été ramassé, si vous voulez, par ces planètes. Et on va former donc, si on peut avancer, voilà, donc ce qu'on appelle les planètes telluriques, comme dans notre système solaire, c'est-à-dire Mercure, Mars, la Terre, Vénus, et puis on peut avancer, les planètes géantes gazeuses qui se forment à l'extérieur. Et ça, si vous voulez, les statistiques montrent que c'est vraiment quelque chose de solide. La théorie est vraiment parfaitement, je dirais, vérifiée de ce point de vue. Même si on observe, alors bizarrement, on observe des planètes géantes très proches de leur étoile, mais ça, c'est des effets dont je ne parlerai pas là, mais qu'on appelle de migration, qui sont des effets très particuliers. Alors, donc dernière méthode, si j'ai encore un peu de temps, c'est la méthode de détection directe. Donc je vous ai dit tout à l'heure, donc on cherche à voir la planète vraiment, à faire des images de la lumière de la planète. Alors, diapo suivante.
Pour ça, on va d'abord chercher à masquer, si vous voulez, l'étoile, parce qu'elle nous éblouit tellement qu'il faut absolument diminuer de façon la plus drastique possible l'éclat de cette étoile. Et donc, il y a une technique qui s'appelle la coronographie, inventée par Bernard Liot, qui est ici, qui était à l'Observatoire de Paris. Donc, dans les années 30, lui, il s'est intéressé au Soleil, mais la technique est la même, et qui consiste, si vous voulez, si on peut revenir un petit coup en arrière, et puis ça va, non, en arrière. Voilà, et puis on a une étoile, on s'intéresse à des structures autour de cette étoile, par exemple des planètes, mais ça peut être les disques que je montrais tout à l'heure, donc on peut avancer. Voilà, donc des choses comme ça, et on est ébloui par l'étoile, et bien on va simplement mettre un masque sur l'image, si vous voulez, de l'étoile avant d'en faire, d'en former, d'obtenir, si vous voulez, un cliché avec une caméra. Alors, bon, ça c'est très simple, tout le monde peut y songer, c'est facile. En fait, ce que Bernard Liot a imaginé et qui n'était pas évident, c'est aussi, on a absolument besoin de mettre un masque sur, bon, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais sur ce qu'on appelle l'image de la pupille du télescope, autrement dit, masquer vraiment l'entourage et puis le centre, on peut avancer, du miroir du télescope ou une image du miroir du télescope. Oui. Voilà, et donc on va, si vous voulez, cacher au maximum tout ce qui n'est pas vraiment la surface du télescope, parce qu'il y a énormément de lumière diffusée qui passe par là, et c'est comme ça qu'on arrive, si vous voulez, à atténuer donc par à la fois ce masque et puis cette technique, les choses. Je simplifie énormément. Et si vous voulez, depuis, à partir de cette idée, on a développé énormément de systèmes. Ça a été vraiment très, très productif, je dirais, dans les années, notamment dans les années 2000. On a imaginé beaucoup, beaucoup de systèmes. Et je vous en présentais un parce que c'est celui que j'ai inventé, donc j'en suis très fier, bien sûr, qui s'appelle un masque de phase 4 cadrans, toujours sur cette idée. Alors, on peut avancer. Voilà, donc si vous voulez, en gros, on va dire que ça, c'est comme si c'était un télescope, c'est pas un miroir, mais peu importe, c'est absolument le même principe. On a une lentille ici, donc on a mis un diaphragme ici qui cache bien les bords. On forme l'image de l'étoile. Alors c'est une image là, on va dire parfaite, ce qu'on appelle une tache d'Airy, parce qu'il y a l'image d'une étoile, si vous voulez, s'il n'y avait pas d'atmosphère, ressemblerait à quelque chose comme ça, avec des espèces d'anneaux. Et puis ici, au lieu de mettre un masque opaque, comme l'a fait Liot, on va mettre un masque qui est transparent. Vous voyez, mais transparent, mais il est spécial parce qu'il a des petites marches. Alors, elles sont toutes petites, ces marches, c'est des fractions de microns. En gros, c'est la moitié d'une longueur d'onde entre elles. Et le fait de mettre l'étoile exactement au centre ici, va produire un effet un peu particulier, des effets de diffraction. On peut avancer. Voilà, qui fait que la lumière qui passait là intégralement, qui couvrait la pupille, si on reforme, si vous voulez, l'équivalent de l'image de cette pupille, la lumière est complètement éjectée exactement en dehors de ce cercle-là. Donc ça, et que la lumière de l'étoile. Si on a une planète qui est imagée un petit peu à côté, elle ne subit pas cet effet et sa lumière passe normalement, si vous voulez. Et donc il suffit, il suffit donc de mettre un masque qui va cacher exactement cette partie-là, donc finalement éliminer toute cette lumière qui a été de l'étoile qui a été éjectée en quelque sorte à l'extérieur, oui, et obtenir donc, oui, si vous voulez, quelque chose qui va ressembler à ça. Donc là, bien sûr, on n'est plus dans un cas parfaitement idéal. Donc il y a des petits résidus de la lumière de l'étoile parce que les choses ne peuvent jamais être parfaites. Mais vous voyez qu'une planète qui serait là, beaucoup plus faible que l'étoile, on peut espérer la voir. Alors ça, c'est une simulation. Et en laboratoire, on a fait des expériences, donc on met au point, si vous voulez, des systèmes, donc il faut prendre beaucoup de précautions. Et puis, vous voyez qu'on arrive finalement maintenant, effectivement, on fabrique un système avec des sources d'une planète, quelque chose artificielle autour d'une étoile. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire ici, mais c'est 6,7 10-9, à peu près 7 10-9. Comme contraste entre l'étoile et la planète. Donc on n'est pas loin du milliard, pas tout à fait encore, mais on est dans la centaine de millions de contrastes entre l'étoile et la planète en laboratoire. Donc c'est vraiment très encourageant. Pour vous dire que voilà, les choses progressent, on s'approche. Et puis on a inventé d'autres systèmes depuis. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure ce composant. C'est un peu le même type de composant, mais on va utiliser de la nanotechnologie parce que voilà, on améliore les choses. Voilà, ou encore ce type de composant là, vous voyez, donc c'est très très riche comme domaine, très très innovant. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Alors,
de fait, on a installé, donc notre équipe a installé sur un instrument qui va voler en 2018 sur le James Webb Space Telescope, donc le plus grand télescope qui sera jamais lancé dans l'espace, un 6,50 m de diamètre, télescope optique, eh bien, de tels composants. Voilà, vous voyez les 4 cadrans, ce qu'on appelle les coronographes 4 cadrans. Ben, on en a mis 3, effectivement, dans une caméra ici infrarouge qui va permettre en tout cas on l'espère, et les performances en principe le permettront, de détecter, donc d'imager des exoplanètes depuis l'espace avec cette technique dans le domaine de l'infrarouge. Avancer. Et vous voyez, voilà, ça c'est des véritables images. Bien sûr, le système n'est pas encore lancé, mais ce sont des images en laboratoire où on a simplement déplacé une source qui passe sur le coronographe en question, le centre de ce 4 cadrans, et vous voyez qu'elle disparaît complètement, l'image de l'étoile disparaît complètement. S'il y avait une planète à côté, ben, on espère pouvoir la voir. Et si vous voulez, donc quand on traitera les données, eh bien, on se débrouillera pour faire des soustractions. Et là, on illustre un cas où il y aurait une étoile. Il y a toujours des petits défauts, donc il reste un peu de la lumière de l'étoile, mais plus beaucoup. Et puis là, il y a plusieurs planètes autour de cette étoile, et on voit qu'on distingue très bien les planètes. Donc là, on aura une information notamment sur la température de ces planètes avec cette expérience. Oui. Alors, au sol, ça c'était dans l'espace, donc au sol, on détecte maintenant des exoplanètes directement, les progrès sont rapides. Alors, c'est des planètes qui sont un peu particulières, je vais y revenir. Et donc ça, c'est un des exemples les plus beaux, fait par une équipe française. J'ai eu la chance d'être associé à ça aussi, qui est la détection d'une planète, on peut avancer, autour de l'étoile Beta Pictoris. Alors, vous voyez que c'est une étoile qui a toujours encore, elle est très jeune, donc elle a encore son disque dont j'ai parlé au début, le disque de formation. Et donc, il y a toujours beaucoup de poussière, si vous voulez, sous forme de ce disque. Mais simplement, on le voit parfaitement par la tranche. Ça arrive, hein, statistiquement, c'est possible. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette lumière, ça c'est dans l'infrarouge, qui correspond à ces petits grains de poussière ou ces cailloux, parce qu'il doit y avoir encore, si vous voulez, des résidus qui émettent dans ces longueurs d'onde. Alors là, on a remis une étoile au centre. En fait, le contraste est beaucoup, beaucoup plus grand. Hein. L'étoile serait beaucoup plus brillante. Là, je dis, c'est artificiel. Vous voyez, on a collé une image. Et puis, par des techniques, donc, du type de celle que j'ai présentée tout à l'heure, coronographie, disons, d'optique adaptative et autres, eh bien, on a pu mettre en évidence, on peut faire avancer, donc la détection, d'accord ? Voilà, détection donc en 2003 d'un point ici vraiment brillant. Alors c'est bon, il y a une grande chance que ce soit une planète, mais c'est pas tout à fait sûr. Attendons, on va voir si elle se déplace. Et de fait, vous voyez, on avance encore. Et donc en 2010, eh bien, on a eu une deuxième, on a vu, si vous voulez, réapparaître la planète qui passait derrière l'étoile. Donc l'étoile, bien sûr, là, elle existe, mais elle était complètement, si vous voulez, supprimée. Cette lumière était supprimée par les techniques dont je parle, y compris des techniques numériques d'ailleurs. Et puis on l'a vu réapparaître. Donc on a pu avoir vraiment confirmation que c'était bien une planète, avoir son orbite, avoir un certain nombre d'informations. Et on travaille beaucoup sur cet objet qui est extrêmement intéressant. Et au passage, c'est la planète la plus proche de son étoile qui a été détectée jusqu'ici. Il y a d'autres détections directes. On n'a pas beaucoup. On doit être à peu près une vingtaine de planètes à peu près détectées directement. Et pourquoi est-ce qu'on a pu la détecter ? Parce que c'est un objet très jeune. Tout ça, alors très jeune, c'est bien sûr pour un astrophysicien. Autrement dit, ça veut dire ce système a probablement 15 millions d'années, ce qui est la toute jeunesse d'une étoile. C'est presque rien, c'est vraiment un bébé. Et donc, les planètes elles-mêmes sont aussi elles-mêmes très jeunes, sont en train de se contracter, donc elles sont très très chaudes. Et elles sont tellement chaudes qu'elles émettent beaucoup dans l'infrarouge, et on a fait ces observations dans le domaine infrarouge, et là le contraste est beaucoup plus favorable par rapport à l'étoile, donc ça explique qu'on peut faire ce type de détection. Alors voilà, et là on arrive vraiment à la fin. Donc il y a un nouvel instrument qu'on est en train de mettre sur le ciel, donc les premiers essais ont déjà eu lieu et ça fonctionne parfaitement, qui s'appelle Sphère. Donc on peut cliquer, d'abord cliquer sur voilà, que j'aille le faire. Bon, c'est juste pour vous montrer l'animation qui vous présente cet instrument. Donc installé sur, on va démarrer, installé sur donc le Very Large Telescope, qui est un des 4 télescopes européens. Donc, alors bien sûr, la France y participe.
qui est au Chili. Donc, hop là, si je cache en plus. Voilà. Et donc cet instrument, c'est extrêmement volumineux, très 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 imposant. Ça pèse plusieurs tonnes, qui est installé donc au foyer de ce télescope. Et bien, il vient juste d'être mis en service. C'était il y a quelques semaines. À peine, on a commencé à avoir des premiers résultats et c'est un instrument qui est complètement, si vous voulez, optimisé pour la détection directe des exoplanètes. Et vous voyez, premiers essais, alors sur un système qui était déjà connu, pour lequel on avait déjà observé des planètes, mais vous voyez qu'il détecte parfaitement 4 planètes autour de cette étoile, en ayant bien entendu soustrait toujours la lumière de l'étoile par des techniques particulières. Et puis la suivante, alors les 4 étoiles en question. Et puis, les 4 planètes, pardon. Et puis également, donc, sur un autre objet, parce qu'on fait des essais sur des objets connus, pour se persuader que notre instrument a la bonne performance. Mais vous voyez qu'on a parfaitement détecté aussi ce disque, donc résidu du disque, qui est superbe, donc autour d'une autre étoile, donc de disque dans lequel se forment peut-être des planètes. On va aller plus loin pour voir si on ne voit pas des planètes un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, c'est un instrument qui va commencer à produire de la science dans les mois et les années qui viennent. Alors, bilan à ce jour, 1822 planètes. Peut-être qu'aujourd'hui, ça c'était il y a 2 ou 3 jours, quand j'ai fait cette planche, il y en a peut-être quelques-unes en plus, dans 1137 systèmes. D'accord ? Donc vous voyez, un système planétaire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant. Alors, je pense que la différence entre les deux, c'est des planètes qui appartiennent probablement aussi à des systèmes. On n'a pas encore détecté les autres planètes. Alors, très brièvement, les caractéristiques qu'on peut aussi mentionner. Diapo suivante. Simplement la taille des planètes. En gros, quand même, maintenant, on est à peu près persuadé qu'il y a une double population, si vous voulez. En gros, des planètes géantes, vraiment comme Jupiter, gazeuses, enfin, à peu près sûrement gazeuses. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un histogramme. On porte le nombre de planètes détectées en fonction, finalement, du rayon ici. Et puis, une grande population, finalement, on s'aperçoit que on a, entre les Terres et les Neptunes, finalement, on a, si vous voulez, on a nos 4 planètes telluriques et puis les 2 planètes Uranus et Neptune qui sont de taille, je dirais, un peu intermédiaire. Eh bien, il semble qu'il y ait une population très importante. Probablement, la population dominante des planètes se trouve dans ce domaine, entre, je dirais, les Terres, les types Terre et puis type Neptune. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui apparaît très, très nettement. Et puis aussi, bien voilà, on est à peu près sûr, ça, c'est le satellite Kepler, justement, qui l'a montré, qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites planètes. Elles sont majoritaires. Lorsqu'on trace, là, en fonction du rayon, alors c'est des tendances, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments et il va falloir encore analyser les choses. Tout ça, c'est assez récent. Mais on voit très bien que lorsqu'on va vers les petits rayons, le nombre de planètes augmente. Là, on tombe, si vous voulez, dans des incertitudes. On n'est plus capable de mesurer les choses. Mais on voit vraiment se dessiner cette tendance. Donc clairement, il y a beaucoup, beaucoup de petites planètes, on va dire, ce qu'on appelle des terres ou des super-terres. Super-terres, en gros, c'est jusqu'à à peu près 2 rayons, 2 fois la Terre. Et donc, voilà. Et par ailleurs, si vous voulez, statistiquement, maintenant, on est à peu près persuadé qu'il y a pratiquement au moins une planète par étoile. À peu près, sûrement. Donc voilà. Donc c'est vraiment un bilan qui commence à être, je dirais, très, très solide. Alors, j'ai encore combien de temps ? Je peux encore ? Allez, bon. Allez, 5 minutes encore. Dernier point que je voulais aborder avec vous, cette question de détecter la vie sur d'autres planètes. Alors, c'est une question scientifique. Je reviens j'étais hier et avant-hier à un colloque de la Société française d'exobiologie, c'est-à-dire qui s'intéresse à beaucoup de choses, pas que aux exoplanètes, mais également aux exoplanètes et à la possibilité qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes. C'est une question, évidemment, qui touche chacun d'entre nous, je pense vraiment. On l'aperçoit vraiment, on voit bien exactement ce que ça veut dire, j'ai un peu ses conséquences philosophiques, et voir que toujours le même Épicure, quel homme, avait aussi eu cette pensée, d'autres mondes avec des plantes et d'autres êtres vivants, certains similaires et d'autres différents des nôtres, doivent exister. C'est fantastique de penser que 300 ans avant Jésus-Christ, cette formulation ait pu être faite. Alors, on avance. Et ce que je prétends, et avec un certain nombre de collègues, c'est que l'humanité, aujourd'hui, a déjà les moyens techniques, si vous voulez, probablement pour détecter la vie sur des planètes qui seraient, on va dire, habitables.
Alors, il ne s'agit pas de vie intelligente. Il y a des programmes, vous le savez, comme SETI, par exemple, qui cherchent à détecter, disons, de la civilisation, des messages qu'enverraient des civilisations. Pour l'instant, ça n'a pas donné de résultat. Non, là, il s'agit vraiment d'essayer de détecter la vie. Alors, vous voyez, la vie, comment vous allez la définir? Il y a tout un cheminement de pensée qui fait qu'on pense qu'on a d'assez bons critères pour définir, disons, enfin, ou au moins pour détecter ce qui devrait être la présence de vie sur une planète. On sait. Si vous voulez, ces critères, ça paraît étrange, mais se réduisent en gros si on fait donc ce qu'on appelle le spectre, toujours la décomposition de la lumière, notamment dans l'infrarouge. Eh bien, si on observe des traces, des signatures dans cette lumière qui nous vient donc des planètes, hein, d'accord. Donc là, ce coup-ci, il faut vraiment d'abord détecter la lumière de la planète. Eh bien, si on observe à la fois de l'eau, de l'ozone, ici, si vous voulez, cette décroissance ici correspond à l'ozone, et du gaz carbonique, CO2, eh bien, on a, disons, de très grandes chances d'être en présence d'une planète où la vie s'est développée et surtout se maintient. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, éventuellement, il y aura des questions là-dessus. Et on a proposé, donc il y a déjà, vous voyez, en presque maintenant 20 ans, avec d'autres collègues, un projet qui s'appelle Darwin, complexe, hein, avec des télescopes dans l'espace qui sont ce qu'on appelle libre, free flyer en anglais, hein, qui ne sont pas reliés entre eux, donc qui se maintiennent en position les uns par rapport aux autres, et qui seraient capables donc de faire ce type de mesure, c'est-à-dire d'isoler la lumière d'une planète, d'en mesurer le spectre et voir si on peut observer, si vous voulez, ces signatures donc de ces trois composés. Alors juste quand même un tout petit mot, pourquoi on pense que ces trois composés sont en quelque sorte une signature de la vie. Donc si on peut avancer. Si vous voulez l'idée, alors on va faire. Si vous avez du gaz carbonique, vous avez de l'eau, une machinerie qui est alimentée, oui, par de l'énergie, donc l'énergie de la lumière d'une étoile, eh bien vous pouvez produire en principe des chaînes carbonées. Et l'idée est vraiment essentielle et là, c'est que la vie. Alors, il y a beaucoup de choses pour qualifier la vie, mais entre autres, il y a notamment le fait qu'il y a une formation extrêmement complexe qui doit, au passage, pouvoir se reproduire avec des erreurs, sinon il n'y aurait pas d'évolution. Mais il y a une information très complexe qu'il faut coder. Et comment coder de l'information naturellement? Très franchement, vous y réfléchissez, et des chercheurs y réfléchissent depuis de nombreuses années. Il n'y a vraiment pas autre chose que les chaînes carbonées. Le carbone est absolument extraordinaire. C'est un élément qui, avec ses 4 petites pattes, si je puis dire, est capable de s'allier avec beaucoup, beaucoup d'autres éléments, former des chaînes. Et des chaînes, vous codez de l'information exactement comme, si vous voulez, les bits dans un ordinateur. Vous pouvez créer de l'information. Voilà. Et donc, l'idée qu'il n'y a vraiment pas d'autre système. Des gens ont réfléchi en utilisant des cristaux, des défauts dans des cristaux, parce que les cristaux, c'est bien régulier. Mais ça n'a absolument pas la puissance, si vous voulez, des chaînes carbonées. Et donc, l'idée, c'est que la vie est vraiment, s'il y a de la vie, elle est basée sur des chaînes carbonées qui contiennent cette information. On ne parle pas ensuite des autres mécanismes de reproduction, etc., mais de duplication, j'entends, de ces chaînes carbonées, comme ça se passe sur Terre. Mais au moins, il y a ça. Et si c'est vrai, alors on prend le carbone quelque part, on le prend au CO2. Une planète, elle a forcément une atmosphère, enfin, qui a une atmosphère, elle a du CO2. Et si on le prend le carbone au CO2, on libère de l'oxygène. Alors, il se trouve que il va notamment se former de l'ozone, et l'ozone est facile à détecter. Or, l'oxygène, si vous voulez, si vous le laissez comme ça, de l'oxygène naturellement, eh bien, il va rapidement disparaître parce que si vous supposez que vous produisez comme ça une quantité d'oxygène, eh bien, il va rouiller tout bêtement dans les roches. Les roches vont faire que vont en quelque sorte oxyder, si vous voulez, s'oxyder avec l'oxygène, et l'oxygène va disparaître. Donc, si vous voyez sans arrêt de l'oxygène, vous voyez l'oxygène sur une planète, c'est qu'il y a un mécanisme qui produit de l'oxygène. Et on n'a pas trouvé, si vous voulez, de mécanisme convaincant, à condition de détecter à la fois de l'eau, du gaz carbonique et de l'ozone, de mécanismes dits abiotiques qui sont capables de produire sans arrêt de l'oxygène. On a réfléchi à des tas de mécanismes, photochimie ou autre, je ne rentre pas dans les détails, mais on n'a pas trouvé un mécanisme un mécanisme vraiment qui puisse remplir ces conditions. Donc voilà, c'est ça le tout pourquoi on pense que si on détecte ces trois signatures, je répète, ozone, gaz carbonique et eau, eh bien, on a une grande chance d'avoir de la vie. Mais bien sûr, il faut d'abord une condition fondamentale
qui est il faut qu'on soit sur une zone, ce qu'on appelle habitable. Là aussi, une autre idée qui est vraiment extrêmement ancrée dans les scientifiques, c'est qu'il faut de l'eau liquide. On ne peut pas imaginer le développement de la vie s'il n'y a pas de l'eau liquide, parce qu'à cause des réactions chimiques et à cause surtout des propriétés absolument extraordinaires de l'eau, l'eau est un solvant qui a des propriétés, mais vraiment bien, bien meilleures que tous les autres solvants. Les gens réfléchissent, utilisent de l'ammoniac, que sais-je, des solvants organique, non. Ça n'a pas du tout les propriétés de l'eau, mais il faut que l'eau soit liquide, notamment pour que les molécules puissent bouger, si vous voulez, se rencontrer. Donc, il ne faut pas qu'on soit sous forme vapeur. Donc, si on est trop près de l'étoile, eh bien, on n'aura que de la vapeur d'eau, on a plus de 100 degrés. Et si on est trop loin de l'étoile, on n'aura que de la glace. Et donc, il y a une zone, finalement, qui est dessinée ici en fonction du type des étoiles. Donc, ça, c'est des étoiles très brillantes, des étoiles moins brillantes, beaucoup plus froides. Vous voyez, donc, plus on va vers les étoiles froides, bien sûr, plus la zone, je dirais, de zone habitable, elle va se rapprocher de l'étoile pour qu'on ait une température suffisante. Alors, on a défini un peu ces choses-là. La Terre, bien sûr, est dans la zone habitable, dans le système solaire. Mais ce n'est pas juste une vision, je dirais, anthropomorphique. Il y a vraiment cette conviction qu'il faut absolument avoir de l'eau. Et donc, on cherchera, si vous voulez, par ces missions futures, eh bien, les signatures en question. Donc, c'est pas tout de suite, parce que c'est cher et c'est difficile à faire passer. Mais on cherchera dans des planètes qui sont dans la zone dite habitable. Suivante. Voilà, alors et là, ça va être quasiment ma dernière ronde de transparence. Donc, il y a tout un cheminement, si vous voulez, de missions. C'est l'espace quand même qui est absolument indispensable pour faire ces choses-là. On ne pourra pas le faire depuis le sol. Et donc, il y a plusieurs missions qui sont proposées, qui vont s'enchaîner, on l'espère, dans les 2 décennies qui viennent. Alors, notamment, il y a une mission qui vient d'être décidée là pour détecter donc vraiment des terres habitables autour d'étoiles relativement brillantes. Donc, c'est la mission Plateau et qui est bizarre, en fait, avec plein de petits télescopes, mais ça, c'est volontaire, plutôt qu'un gros télescope, c'est plus efficace. Alors, elle fera cette première sélection, et puis ensuite, il y a d'autres missions qui pourront faire alors, la détection directe aussi, puisqu'il faut bien isoler la lumière de l'étoile. Donc, il y a un projet, par exemple, qui s'appelle SPICE, qui pourra... Donc là, c'est une simulation de ce qui pourrait détecter, et vous voyez, une planète petite, un petit grain de lumière ici, c'est pas grand-chose, mais à partir de là, on pourra faire la spectroscopie, et donc remonter à l'information qu'on recherche. Ça, il n'est pas encore décidé, ce projet. Et puis le projet ECHO aussi, qui n'est non plus pas encore décidé, mais qui, lui, va chercher à obtenir la composition des atmosphères des planètes, et notamment avoir ces signatures, vous voyez, qui peuvent être parfois très intéressantes. Même nous dire qu'il y a peut-être des forêts sur une planète, parce que vous voyez que si on simule, ça c'est bien sûr des simulations, le satellite n'existe pas encore, mais une planète avec des forêts ou une planète ou avec un océan, on verra, en principe, on devrait voir des différences, et des simulations, disons, assez réalistes, on met de la physique là-dedans. Voilà. Et donc ça aussi, c'est une autre façon de caractériser éventuellement donc, des planètes. Voilà. Alors, on peut avancer. Voilà, donc cette ancienne question des piqûres que je viens d'évoquer, c'est une vraie question scientifique désormais, ça je crois qu'on peut le dire. Alors bien sûr, les réponses qu'on pourra obtenir avec les missions dont je parle, ça sera plutôt des réponses statistiques. D'abord, est-ce que la présence de la vie est très courante ? Ou au contraire extrêmement rare. On observera peut-être, je ne sais pas moi, 30 étoiles, 30 planètes autour d'une étoile. Si pendant aucune on trouve quelque chose, on dira on est un peu exceptionnel. Si c'est 2 ou 3, voilà, ça va nous donner des idées. Donc sur cette, on l'espère en tout cas, bien sûr que des choses peuvent. On n'est jamais absolument certain de nos réponses, mais donner ces éléments de réponse sur la présence de vie. On est d'accord, ça ne dit pas de vie intelligente, c'est juste d'une vie qui se reproduit et telle qu'on finalement analogue à ce qu'on a sur la Terre, mais pas forcément du tout quelque chose de basé sur la chlorophylle, sur l'ADN ou autre, mais simplement qui obéit à ces conditions que j'ai exprimées tout à l'heure. Et en tout cas, clairement, ça changera certainement notre vision qu'on a de la place de l'homme dans l'univers. Voilà, merci.
J'imagine qu'il y aura des questions. Bonjour monsieur. En fait, j'avais deux questions. Donc, je voulais savoir déjà si vous avez, et votre équipe, vous avez découvert des planètes. Puisque je fais partie de l'équipe Coro, c'était un peu un des quelques chercheurs qui ont proposé au départ ce projet Coro, la détection de l'exoplanète. Oui, les 37 exoplanètes, et mon nom apparaît sur les articles qui, notamment Coro. D'accord. Et Beta Victoris aussi, ils ont associé, construit l'instrument qui a permis de sa détection. je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez dit que vous aviez inventé une technique, enfin créé une technique avec 4 cadrans, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres chercheurs qui l'utilisent? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. À travers le monde. À travers le monde, il y a donc un télescope, le Palomar télescope, par exemple, il a un tel système qui a été installé dessus. Bon, donc le développement, je l'ai montré qu'on a mis sur le projet spatial du JWST, eh bien, ça utilise cette technique. Et puis il y a un instrument actuellement sur l'instrument sphère que je vous ai présenté tout à l'heure, le tout nouvel instrument, est équipé de tel système. Oui. D'accord, merci. C'était à vous. Oui. Bonjour. À la fin, dans votre diapo où vous parlez des zones habitables, oui. Vous dites qu'une zone habitable, c'est le principal critère, c'est d'avoir de l'eau liquide. Oui, c'est ce qu'on considère, oui, pour l'instant. Mais je suis d'accord que c'est très, très simpliste. Mais il faut progresser. Il peut y avoir ensuite d'autres critères qui vont se greffer, comme la présence de champs magnétiques, parce qu'on pense que le champ magnétique terrestre a joué un rôle aussi dans l'apparition de la vie. Mais pour l'instant, disons, oui, c'est le critère principal, oui, de l'eau liquide. Oui, mais ma question, c'était est-ce qu'il faut que l'eau elle soit liquide en surface, ou est-ce que on pourrait élargir ça, par exemple, à un océan souterrain? C'est une bonne question. Alors effectivement, donc des chercheurs ont fait aussi cette proposition d'étendre un peu la zone habitable à des planètes où il pourrait y avoir effectivement une croûte de glace, mais malgré tout un océan, parce que à plus basse dans la profondeur, la pression est telle que l'eau peut redevenir liquide, et on pourrait l'imaginer. Donc oui, tout à fait, c'est des idées qui courent. Mais disons que, bon, pour l'instant, on cherche un peu à cerner les choses, et disons que ça ne sera peut-être pas les planètes, les premières planètes qu'on cherchera à observer, par exemple avec des méthodes comme le projet Darwin de spectroscopie. Mais sinon, oui, la question est tout à fait pertinente. Oui. Bonjour. Oui. En fait, j'ai deux questions. La première, en fait, c'est par rapport à Pluton. Oui. Vous aviez dit qu'elle est plus considérée comme une planète, mais récemment, oui. Il y a quelques jours, les Américains ont considéré qu'elle pouvait refaire partie. Peut-être. Ah bon, je n'ai même pas vu l'information. Ah. Bon, moi je veux bien. Mais vous savez que des planètes comme Pluton, en fait, on en a découvert beaucoup, et des plus grosses que Pluton. Alors pourquoi garder Pluton? On les appelle des petites planètes. Elles n'ont pas été éjectées de la classe des planètes. Elles sont sphériques, c'est clair, mais ce qu'on appelle des petites planètes. Donc il y en a des planètes naines plutôt, je crois, des planètes naines. Et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et je répète, il y en a des plus grosses que Pluton. Et notamment, elles n'ont pas nettoyé leur orbite, comme je l'ai expliqué. Hein. Donc c'est ce critère-là qui a été retenu. Alors, je n'ai pas vu cette information. Bon, vous avez vu ça où? Sur Yahoo, un truc du genre. Ah bon. Et ma dernière question, c'est par rapport à la méthode. C'est pas très important. Hein. D'accord. Je veux dire que Pluton soit une planète ou pas, c'est une planète. Bon, voilà, elle n'obéit pas à ce cadre, disons, très très précis. Et enfin, par rapport à la méthode Darwin, le dernier projet Darwin, juste comment en fait les télescopes. Vous avez dit qu'il n'y a pas de liaison entre eux. Et comment en fait ils font pour... C'est ce qu'on appelle justement le vol en formation, qui pour l'instant est une technique qui est pratiquement dans ses balbutiements. Hein. On arrive à peine maintenant. On a, si vous voulez, deux satellites. Et puis simplement, et on mesure, si tu veux, leur distance par des méthodes. Vous savez, maintenant, il y a des lasers, par exemple, à mesurer des distances avec une très, très grande précision, donc entre eux, ou des méthodes radio notamment. Et si vous voulez, avec des tout petits
des tout petits micro-réacteurs, eh bien, on va sans arrêt maintenir la distance très précisément. Alors, ça n'a pas besoin d'être maintenu je dirais, la distance d'une longueur d'onde, par exemple, parce qu'on peut se dire, si on fait de l'interférométrie. Non, parce qu'ensuite, à l'intérieur du satellite, vous pouvez avoir des petits systèmes qui, eux-mêmes, optiques, vont contrôler, si vous voulez, l'aspect optique. Mais si on le maintient, disons, à quelques millimètres, et c'est possible. Il y a eu quelques expériences qui ont été faites sur des tout petits satellites par des agences nationales notamment. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et surtout, on peut imaginer ensuite qu'il faut faire tourner tout l'ensemble. Non, mais il y a même si vous allez sur YouTube, vous verrez des démonstrations qui ont été faites avec tout simplement des drones. Des formations de drones, donc il y a plusieurs drones qui sont comme ça et dont on voit la configuration changer. Ils maintiennent leur distance les uns par rapport aux autres. Bonjour. Alors j'ai une question sur les conditions d'habitabilité des planètes dont vous avez parlé. Est-ce qu'il est possible d'imaginer ou de considérer des zones habitables pour certains systèmes solaires, connaissant les mesures qu'on peut faire sur leurs étoiles ? Oui, c'est précisément ça. C'est-à-dire que quand on a finalement une étoile dont on connaît bien le type, les étoiles, il y a différents types d'étoiles, il y a des étoiles très froides entre guillemets, c'est disons 3000 degrés Kelvin, et puis des étoiles très 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 chaudes, plutôt 20 000 degrés Kelvin, et beaucoup plus grosses en général et beaucoup plus lumineuses. Eh bien, on sait calculer assez précisément, si vous voulez, la température d'équilibre d'un corps qui est à telle distance de telle étoile. Et donc, on peut définir, c'est pour ça, c'était le graphique que je présentais, cette bande, elle est basée, si vous voulez, un peu sur ces calculs d'estimation de la zone dans laquelle la température se situe entre 0 degré et 100 degrés Celsius. D'accord ? Mais c'est parce qu'on a la connaissance astrophysique, elle est quand même très bonne, si vous voulez, des caractéristiques des étoiles. Bonjour. Alors, non, maintenant, votre question, c'était peut-être pas ça, c'était si on en a déjà identifié ? Oui, alors, actuellement, si vous voulez, on a quelques planètes, en gros une petite dizaine ou peut-être un peu plus, planètes qui sont dans la zone habitable, effectivement, autour essentiellement d'étoiles de très faible masse. Pourquoi ? Parce que les méthodes de détection, pour l'instant, favorisent plutôt des planètes qui sont proches de leur étoile. Et donc, pour qu'elle soit dans la zone habitable, et si elle est proche de l'étoile, il faut que ce soit une étoile froide. Voilà. Mais si vous voulez, avec les progrès, on trouvera des planètes, si vous voulez, qui seront plus, je dirais, sur l'orbite, l'équivalent de l'orbite de la Terre. Voilà, c'est un peu un Graal de chercher finalement une sœur de la Terre, en quelque sorte, qui serait dans une région, une zone habitable, et qui aurait à peu près les mêmes tailles que la Terre. Mais c'est pas essentiel. Bonjour. Vous avez parlé de l'âge de l'univers. Oui. J'aimerais savoir c'est par rapport à quoi. Et vous avez dit aussi qu'il y avait une certaine vitesse d'expansion. Et donc savoir si vous savez ce qu'il y a après ou... Parce qu'après, ne me posez pas la question d'avant, je ne pourrais pas y répondre. L'âge de l'univers, disons que, alors là, c'est basé plutôt sur des théories donc, de cosmologie et surtout des observations. Donc voilà, maintenant on arrive avec les dernières expériences spatiales, notamment l'expérience Planck, qui a été lancée donc, il y a quelques années, qui a fourni des superbes résultats. On arrive à une précision extraordinaire sur l'âge de l'univers. C'est 13,75, il y a encore un chiffre derrière, je crois, milliards d'années. Alors pourquoi ? Simplement parce que, si vous voulez, on sait que l'univers, on sait depuis un certain nombre de décennies, que l'univers est en expansion. Si vous voulez, ça correspond donc à une certaine théorie, c'est-à-dire vraiment on voit les galaxies s'éloigner les unes des autres. D'accord ? Et si vous voulez, si on remonte le scénario à l'envers en mettant beaucoup de physique aussi, d'accord, là-dedans, eh bien on arrive au fait qu'à un moment donné, il y a eu quand même une espèce de singularité, si vous voulez. L'univers était complètement compressé. Alors non pas à un point, parce que ça n'a pas de sens. Partout, si vous voulez, une espèce de densité quasiment infinie. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus faire de physique en dessous, à partir d'une densité tellement colossale, on ne sait plus faire de physique, si vous voulez. Mais l'univers était ultra dense. Et puis, donc, il y a eu ce Big Bang, l'explosion. Là encore, on ne peut pas avoir une description parfaitement physique, mais tout ce qui se passe juste après, on va dire à peu près 10 puissance moins 40 secondes, on arrive à le décrire avec notre physique. Et donc, on arrive à décrire, si vous voulez, un peu, notamment les observations et les prédictions qui ont été faites
partir de cette théorie de l'expansion de l'univers, donc qui correspond vraiment disons, à un point de départ, sont parfaitement vérifiés. Ça colle vraiment bien. Là, c'est même presque extraordinaire. En science, souvent, on a des surprises. Là, les prédictions sont vraiment très, 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 très bien vérifiées. Donc, oui, il y a un âge de l'univers qui est basé vraiment sur des observations, et on remonte, si vous voulez, par l'observation aux époques extrêmement proches de la naissance de l'univers. Oui. Oui, alors ce que je comprends pas... Alors bonjour. Bonjour. Ah oui, alors pour le miroir déformable là, oui. qui réfléchit... En fait, je comprends pas comment se déforme ce miroir. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que ça bouge selon une période Non. Alors bon, je ne vais pas tout expliquer. Non, c'est une technique au passage qui a été inventée en France quand même. Hein, c'est bien de le dire pour l'astronomie, j'entends. Si vous voulez, en gros, imaginez que la lumière, qui est ce qu'on appelle un front d'onde, finalement, c'est une onde lumineuse, une onde plane qui arrive. Mais en fait, elle était légèrement cabossée par la traversée de l'atmosphère. Donc, il y a des creux et des bosses. Bon, c'est pas énorme, mais ça suffit à faire que l'image, si vous voulez, est abîmée. Et donc là, vous allez vous débrouiller pour mesurer ces déformations, d'accord, et piloter votre miroir pour que là où il y avait, si vous voulez, votre front d'onde qui avance comme ça, il y a on va dire une bosse, ben vous allez créer un creux dans votre miroir. Et donc, si vous voulez, ça va compenser et la lumière qui va se réfléchir va ressortir bien plane. D'accord ? Alors, on mesure la déformation, si vous voulez, de ce front d'onde par un instrument spécial qu'on appelle un analyseur de surface d'onde. Ça marche bien et l'optique adaptative, depuis 20 ans maintenant, est devenu quelque chose d'absolument courant et presque indispensable pour les observations astronomiques. Et j'aurais une autre question pour la méthode des vitesses radiales. Oui. En fait, donc j'ai bien compris s'il n'y avait qu'une seule planète, mais si on considère un système avec plusieurs planètes, comment est-ce qu'on va... Pas de problème, parce que les lois de la mécanique céleste sont bien connues, et donc on va avoir des choses plus compliquées que la simple sinusoïde que je vous ai montrée. D'accord ? Parce que là, il y a vraiment une planète qui domine absolument toutes les autres, qui devait être massive dans le cas de 51 Pegg-B. Mais s'il y a plusieurs planètes, vous allez voir, si vous voulez, des compositions de ces sinusoïdes à différentes périodes. Et ça, c'est très facile à analyser. Enfin, très facile, oui. C'est des problèmes, si vous voulez, avec très peu de paramètres, finalement. Paramètres, c'est là, en gros, la masse de la planète, son orbite, éventuellement l'excentricité. Et ça, on s'est bien ajusté, si vous voulez, les courbes qu'on observe. Donc, oui, la réponse est on peut observer, on peut très bien détecter plusieurs planètes, et c'est très souvent le cas, à partir de ces mesures. Voilà. Et pour la méthode des transits, oui. Comment on sait s'il n'y a pas plusieurs planètes qui passent devant Mais il y en a, je vous ai montré justement le système Kepler là, qui a détecté un très grand nombre de systèmes. Vous voyez, si vous voulez, là encore, des petites... Ce qui est fondamental, c'est de mesurer des baisses d'éclat périodiques. D'accord ? Il faut que ça soit périodique. Je répète, si vous en mesurez qu'une de baisse d'éclat, ça ne suffit absolument pas. 2, pas encore. 3, oui, parce que si elles sont séparées exactement de la même durée entre les deux. Alors là, vous dites, là, j'ai une chance que d'avoir une planète. Ça suffit absolument pas. Hein. On a beaucoup, beaucoup plus de ce qu'on appelle de faux positifs avec Oro, par exemple, que de vraies planètes détectées à la fin. Parce qu'il y a des tas d'autres phénomènes dans lesquels je ne rentrerai pas qui peuvent simuler la présence d'une planète. Mais maintenant, si vous voyez, voilà, 3 ou 4 baisses de luminosité, mais entre ça, vous en voyez d'autres avec une autre périodicité, vous avez plusieurs planètes. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, on détecte, on arrange. Là encore, il y a une solution relativement simple. Ça se modélise, on met le nombre de planètes qu'il faut pour essayer d'expliquer ces baisses de luminosité qu'on observe, et puis ça marche bien. Le jeune homme a encore quelques questions à vous poser, mais je crois qu'il viendra vous voir à la fin pour laisser la place. Bonjour. Bonjour. Premièrement, j'avais une question sur le satellite. Non, le satellite Corot. Oui. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on observe un très grand nombre d'étoiles pour au final se concentrer sur une image très pixelisée, et à comprendre comment est-ce qu'on peut avoir des mesures précises à partir de... Parce que l'image, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est... Enfin, pardon, ce que je veux dire, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le flux lumineux. Donc, en faisant la somme des pixels, ça nous suffit. C'est l'information qu'on recherche. D'accord ? C'est vraiment l'énergie, si vous voulez, qu'on capte de cette étoile qui nous intéresse. C'est pas du tout l'image en elle-même. De toute façon, l'image d'une étoile n'a pas beaucoup de sens parce que c'est essentiellement un point. On peut pas la résoudre, une étoile. Alors,
avec des techniques très particulières. Et donc, l'image en elle-même n'est pas une chose intéressante. Donc, on cherche à isoler, si vous voulez, les pixels qui correspondent à une étoile, additionner tout ça pour avoir une mesure de l'énergie reçue, de la puissance reçue de cette étoile. Et c'est tout, c'est ça qui nous intéresse. D'accord. Et j'avais une deuxième question très rapidement. Quand vous avez parlé de la méthode des transits, vous avez également dit qu'elle permettait d'avoir la masse de l'étoile ? Non. Elle donne le rayon. Rayon, puisque c'est tout bêtement une question de rapport de surface de la planète à la surface de l'étoile. Et alors, comment on obtient la densité de... Alors, parce que sur la même étoile, on va faire des mesures ensuite de vitesse radiale. C'est exactement toutes les 37 planètes découvertes par Corot. C'est d'abord des planètes découvertes par les transits, qui nous donnent donc d'une façon le rayon. Puis ensuite, on a fait des mesures au sol très longues, très compliquées, très lourdes, je dirais, parce qu'il faut faire ça sur des périodes importantes, avec des instruments de vitesse radiale. Et donc, on a pu déterminer la masse par la méthode de vitesse radiale. On a combiné les deux techniques. C'est la richesse de cette combinaison, c'est que elle nous donne une caractérisation très forte de la planète. On a la densité notamment. Merci. On va changer un petit peu. C'est vous qui... Moi, je suis possible. Je suis disponible. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Vous avez parlé de 3 méthodes de détection des planètes différentes. Oui, je n'ai parlé que de celle-là, il y en a d'autres. Voilà, mais parmi ces 3-là, donc la méthode des transits, les méthodes directes et la méthode des vitesses radiales, vous avez expérimenté un peu les 3 ou... Alors, pas les vitesses radiales. Moi-même, disons dans le suivi des objets détectés par Corot, je m'y suis intéressé, j'ai utilisé des résultats, si vous voulez, que notre équipe a obtenus, mais je ne suis pas allé moi-même observer, par exemple, avec ces instruments-là. Mais en revanche, l'imagerie directe et puis les données de Corot elles-mêmes, si vous voulez, oui, j'ai baigné dedans. Vous avez parlé avec la méthode des vitesses radiales, donc on pouvait mesurer la masse, mais comment ? Je ne vous vois pas. Voilà, d'accord, merci. Comment les lois de la mécanique céleste, tout bêtement, de Newton, si vous voulez, les lois de Newton. Si vous appliquez... Non, mais bon. Les lois de Newton nous disent qu'il y a un rapport, si vous voulez, parce qu'on mesure la période. D'accord ? On mesure la période, puisqu'on voit quelque chose qui varie périodiquement. D'accord ? Et donc, et par ailleurs... si vous voulez, on connaît aussi la masse de l'étoile, si on connaît son type. Donc on peut remonter comme ça à la masse. Non. Ça, oui. Enfin, c'est en appliquant effectivement ces lois, disons, de la mécanique céleste qu'on remonte à la masse de la planète. On est d'accord.